Bonjour à tous. Donc, je vais reprendre l'étape suivante de la démarche budgétaire. Nous avions vu dans les deux précédentes vidéos comment procéder à la première étape. On a vu dans un premier temps comment budgétiser cette fois le budget des ventes, mais à toutes les ventes, que ce soit les prestations d'hébergement, prestations de restaurant, prestations bar, etc. Et à partir de ces budgets des ventes, ça nous permet donc de faire notre prévisionnel sur la demande et de là de pouvoir budgétiser l'ensemble des achats, que ce soit les denrées périssables, non périssables, mais aussi les budgets des investissements éventuels nécessaires à l'activité. Alors là, on s'intéressait à ce moment-là, dans l'étape 1, que du flux physique, c'est-à-dire que de la naissance de la charge ou du produit. C'est-à-dire qu'au moment où on a fait les ventes, on a constaté qu'on a un flux physique correspondant aux différentes prestations qu'on a vendues auprès de nos clients. Et puis de l'autre côté, au niveau des achats, eh bien, on a fait des achats auprès de nos fournisseurs. On constate donc en comptabilité le montant, pour le montant de l'achat, le flux physique. Bien sûr, il y a la contrepartie, qui est le flux financier, que l'on voit donc dans la deuxième étape. Donc effectivement, dans la deuxième étape, ici, on va s'intéresser au flux financier. Donc, pour le budget des ventes, les différents budgets des ventes, ça va donner ce qu'on appelle le budget des encaissements. Donc ici, on va analyser comment les flux financiers correspondant aux flux physiques ventes arrivent dans l'entreprise. Et on fera la même chose pour ce qui est des achats. On va faire donc le budget d'encaissement. On va récapituler l'ensemble des achats, l'ensemble des investissements et autres flux financiers sortants en fonction de leur arrivée. Donc on va tenir compte ici de leur date d'échéance. Et comme ça va nous permettre d'aboutir, une fois qu'on aura le budget d'encaissement et le budget d'écaissement, on va aboutir à ce qu'on appelle le budget de trésorerie, qui arrive donc à la fin. C'est la synthèse du budget d'encaissement et le budget de décaissement. Donc là, je vous invite là dans cette vidéo. Maintenant, on va passer, je vais faire, c'est la dernière, je pense qu'on va faire directement le budget d'encaissement. Après, on fera le budget de décaissement, ce qui va donner à la fin la ligne de trésorerie mensuelle. Allez, on y va, c'est parti. Donc voilà, on en était arrêté la dernière fois. Donc on avait fait le budget des ventes à partir des informations concernant les prévisions des ventes. Sachant les ventes, on va pouvoir déterminer par une analyse fine, notamment grâce au logiciel PMS, enfin Property Management System, on va pouvoir déterminer l'ensemble des achats prévisionnels que l'on aura à faire pour satisfaire notre demande. Donc on a élaboré un budget des achats en fonction des flux, des flux physiques, ainsi que le budget des investissements. Et on a élaboré un budget de TVA. Maintenant, on va pouvoir passer directement au budget de trésorerie où j'ai directement inclus ici, pour des raisons pratiques, le budget des encaissements dans un premier temps. Puis dans un deuxième temps, on a le budget des décaissements. Alors, je vous propose de commencer par le budget des encaissements. Vous voyez ce tableau, donc il est mensuel, avec ici les ventes du mois, parce qu'il y a des ventes qui vont être... il y a des flux et des prestations qui vont être réalisées en janvier, mais qui vont être payées en janvier. Par contre, il y a une partie dans l'énoncé qui nous annonce que les autocaristes, eux, ne payent que le mois suivant. Et ils représentent 20% du chiffre d'affaires. Ce qui veut dire qu'en janvier, il y aura 80% des ventes qu'on va inscrire pour le mois de janvier, mais en février, il y aura 20% des ventes de janvier que l'on devra budgétiser ici pour le mois de février. Et ainsi de suite, même chose pour février. On aura 80% des ventes de février qu'on va budgétiser ici. Et on aura 20% donc, de ces ventes de février qui seront budgétisées en mars. D'accord ? Et comme ça, une fois qu'on aura fait la même chose pour toutes les ventes, et inscrit aussi tous les autres flux financiers entrants, on aura budgété, cette fois on aura budgété le budget des encaissements. On fera la même chose après pour le décaissement. Alors allons-y pour les encaissements. Donc en janvier, qu'avons-nous vendu ? On en a. Donc là, nous avons le chiffre d'affaires hébergement TTC pour le mois de janvier, donc 33 592.
Et ici, on a le chiffre d'affaires restauration. Donc, restauration, hein, c'est-à-dire restaurant, petit déjeuner, déjeuner et dîner. Hein. Donc, ça prend l'ensemble de ces éléments-là. Et ça représente 141 721. Je pense qu'il faut prendre le global parce qu'on nous dit, si je regarde le texte, on nous dit que les clients règlent au comptant, sauf les autocaristes qui règlent au mois suivant. Et ces autocaristes représentent 20% du chiffre d'affaires. Et on a ici, on voit que c'est certainement la créance sur les autocaristes du mois de décembre qu'on va devoir prendre en compte en janvier. Parce qu'au 1er janvier, on se retrouve avec cette créance-là de 28 800. Alors, oui, on ne dit pas c'est seulement les restaurants ou seulement l'hébergement. On va supposer que c'est l'ensemble des deux, en espérant pas me tromper. Mais bon, comme on n'a pas d'informations contraires jusqu'à présent, on va supposer que c'est cela. Donc, je vais prendre... J'espère que c'est bien ça, que c'est bien. De toute façon, on a 20% de 28 800. On va avoir une idée. Il faut qu'on trouve à peu près, en supposant qu'au mois de décembre, il y a à peu près la même demande. On devrait être à peu près à ces alentours-là. Si je vois que ça explose à 100 000, par exemple, on peut peut-être supposer qu'il ne s'agira que du restaurant. On va voir. Donc, j'avance par tâtonnement, ce qu'on appelle la méthode dichotomique, et on verra par la suite. Alors, allons-y. Donc, c'est les cellules, retenir les références des cellules. Bon, c'est C5 et C10. De toute façon, je vais revenir dessus s'il faut. Et je vais prendre 80% donc, de ce total pour mettre dans les ventes du mois de janvier. Donc, égal, entre parenthèses, C5 et C10. Donc, C5, donc c'est le chiffre d'hébergement, chiffre d'affaires hébergement de janvier. Et je vais ajouter à cela le chiffre d'affaires restauration de janvier. Je ferme ma parenthèse et je multiplie l'ensemble par 80%. Alors, bien sûr, je ne vais pas écrire fois 80 divisé par 100. Je vais me contenter de faire fois directement 0,8. 0,8 étant 80%. Voilà. Je fais entrer et là, j'aurai en TTC, puisque les clients règlent en TTC dans mon budget, donc c'est ce qui va rentrer au mois de janvier pour 140 000. C'est correct. Ce qui veut dire qu'en février, 20% du chiffre d'affaires de janvier va rentrer. Alors, comme je suis feignant, je vais déplacer ma formule. Ah, ça fonctionne pas comme ça. Ok, ça ne veut pas le faire. Alors, je vais retaper ma formule. Donc, égal. Entre parenthèses, C5 plus C10. Donc, les chiffres d'affaires total de janvier. C10, voilà, je ferme ma parenthèse, et cette fois, je multiplie par 80%, ce sont la part, c'est le chiffre d'affaires réalisé avec les autocaristes qui paieront seulement le mois suivant. Donc ici, en l'occurrence, le mois de février. Donc pareil, 20%, je fais 0,2. Voilà, entrée. Et comme ça, on vérifie que la somme des deux fasse bien le total. Mais bon, il n'y a pas de souci, parce qu'on a pris 80% pour janvier et 20% pour février, bien sûr. Et vous voyez, ça fait 35 000. Donc là, on peut supposer que le raisonnement est bon. Entre 28 800 et 35 000, on n'est pas loin. Pour peu qu'en décembre et en janvier, il y a une plus grosse activité qu'en décembre. Et ça colle. C'est bien de regarder le poids de vos données pour savoir si vous êtes sur la bonne route. Parce que si je prenais seulement sur le chiffre d'affaires restauration, on serait largement en dessous. Est-ce qu'on serait très largement en dessous? Je vérifie. Pas trop, remarquez. Ah non, il n'y a que 30 000. Ouh, ah ouais, non, mon raisonnement ne tient pas forcément la route. Alors, juste par curiosité, je vais seulement mettre le chiffre d'affaires hébergement et voir ce que ça donne. Ah, ok, bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On prend une décision ensemble. Effectivement, on est beaucoup plus proche, 28 800 que ce qu'on avait vu précédemment. D'ailleurs, je vais les mettre ici, mes 28 800, puisque ça représente la part des autocaristes réglée en janvier. Donc, c'était 28 800. Et là, il s'avère que, faute d'informations supplémentaires, c'est vrai que c'est placé, quand on regarde le texte, c'est placé juste en dessous de clients. On ne dit pas que c'est seulement c'est pour l'ensemble, mais on a bien les prévisions des ventes. C'est passé dans les prévisions des ventes, mais en global, donc c'est pas évident à savoir. Mais
vous avez vu, hein, par expérience, par tâtonnement, on a vu que ça ressemblait plutôt au restaurant. Donc c'était un choix entre nous, hein. Si c'est un sujet d'examen, je pense que le correcteur tiendra compte de ça, de l'imprécision du texte. En tout cas, moi, je le ferai. Donc, je vais modifier. On va modifier les règles. On va dire que c'est que pour le restaurant. Alors, ça peut être perturbant pour vous, hein, que je raisonne comme ça, mais c'est volontaire. Hein, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas un chemin qui mène à Rome. Il y en a plusieurs. Et il est très important de raisonner, de réfléchir sur la cohérence de vos chiffres et de vérifier la véracité de ce que vous faites, hein. Donc là, vous avez vu, je suis parti en disant que c'est hébergement, en supposant que c'est hébergement et restaurant, et j'en arrive à la conclusion, après avoir fait mes premiers calculs, et bien on se rapproche plus que les autocaristes ne dorment pas dans l'hôtel, mais ils ne font que passer. Ils ne font que passer pour le repas. Donc, faute d'information, eh bien, je préfère la deuxième solution. On supposera que les autocaristes sont c'est seulement le restaurant. Alors, ce qui veut dire qu'il faut que je remodifie ma formule. Ouh, monsieur Taran, vous êtes compliqué. Non, non. On est là pour réfléchir. On a des cerveaux, on les utilise. Ce qui veut dire que si je prends seulement 20% des autocaristes sur le chiffre d'affaires restaurant, et bien là, il faut que pour l'hébergement, il faut que je prenne 5%. Donc, c'est seulement le chiffre d'affaires de restaurant qui sera impacté par... voilà, donc en enlevant les parenthèses ici, comme c'est la priorité à la division, c'est seulement la cellule C10 qui correspond au chiffre d'affaires restaurant qui sera impacté des 0,8. Voilà. Donc, par souci de vérification pour les plus sceptiques d'entre vous, je vais faire un petit calcul rapide ici, où je vais faire la somme des deux, hein, de ce qu'on a mis pour janvier et ce qu'on a mis en février, et je vais vérifier que ça corresponde bien au total du chiffre d'affaires de janvier. Hein, des fois que j'ai fait une erreur, c'est possible, hein. Alors, ça rallonge un peu la vidéo, c'est moins synthétique, mais là on introduit d'autres notions, hein, c'est ce qu'on appelle des compétences transversales sur la vérification, sur l'intelligibilité du devoir. Bon, j'arrête de compliquer, donc c'est 44 plus, il est où l'autre, plus, voilà, c'est 44 plus 28 344, j'espère que c'est bon, ça fait 175 312. Est-ce que le chiffre d'affaires total de janvier, c'est la même chose? 100. Ah, j'ai pas la même chose. Alors, de toute façon, j'ai toujours la possibilité de couper, hein, quand je me plante comme ça et puis refaire. Donc, on a. Ah oui, donc on a. Oui, alors, on a peut-être la même chose. Donc, il faut que je fasse C10 plus C. Ok. Donc, allons-y. Alors, égal. C10. Je peux le recopier, mais je vais directement le copier. Ça va être de faire le calcul. Plus. Enfin, C5 plus 1 plus. Non, pas la peine. Plus C10. Voilà. Et je regarde. Et ça correspond. Donc, vous voyez, c'est bon. Donc, on continue sur cette vague. On va garder donc seulement, on va garder 100% du chiffre d'affaires hébergement pour le mois-même et 80% du chiffre d'affaires des autocaristes, et puis le reste, on le déplace. Donc là, comme j'écris les formules, eh ben, normalement, je peux, je pense, me contenter de juste faire un copier-coller. Je vérifie, hein, la cohérence. Est-ce que c'est des 10, des 5, des 8? Alors, voilà, pour janvier, c'est bien des, ok, des 5 et des 10, donc c'est bon. Donc je peux généraliser, hein, quand j'ai vérifié la récurrence de la formule, je peux me contenter de recopier maintenant tout simplement. Voilà. Ok. Donc on en a fini pour le budget des ventes, tout simplement. On a vu, hein, c'est pas très compliqué. À part ce petit raisonnement à avoir, hein, faut vraiment dans la peau de l'entrepreneur pour vous en apercevoir. Voilà. Donc je vais effacer ces deux cellules pour mettre des contenus. Voilà, pour que ça reste propre, hein. Maintenant, il y a l'emprunt, effectivement, hein, c'est un flux entrant, hein, quand on fait un emprunt auprès de la banque. On a fait un emprunt pour réaliser des investissements. Alors, je ne sais plus si c'était le piano ou les travaux. Alors, regardons où se situe le montant de l'emprunt. Alors, j'ai déplacé le texte, le voilà, je vais le ramener. Je vais ramener le texte. Voilà, on va le ramener. Pas trop non plus. Voilà. Voilà le texte. Alors, on avait fait un emprunt quelque part. Cherchons-le, cet emprunt. L'emprunt, il est... C'était pourquoi? Ici, on n'est pas loin. Un emprunt de 60 000 qui a été contracté en janvier. Donc en janvier, on va recevoir la somme.
Normalement, il faut le rembourser cet emprunt, mais on a vu que c'était le premier remboursement, c'est en avril, c'est hors de notre budget. Alors, l'entrée, donc on est dans le budget des encaissements. Et on a encaissé donc 60 000 euros pour pouvoir effectuer notre emprunt. Tac, tac, 1, 2, 3. C'est bon, je fais mes totaux. Donc, les totaux, c'est. Non, c'est pas insert, c'est dans accueil, somme automatique. Voilà, je fais entrée, je recopie sur la droite. En cliquant sur le petit pavé en bas à droite de ma cellule. Voilà. Et j'en ai terminé donc avec mon. Comment ça s'appelle mon budget des encaissements. Donc je vais pouvoir passer au budget des décaissements maintenant. Donc le raisonnement est le même que le précédent. Donc est-ce qu'il y a des règles? On regarde les règles de. Je vois que j'ai fournisseur du mois précédent ici. On va lire, on va regarder les consignes, voir si c'est tout. On va commencer, donc c'est les achats. Hein. Donc les achats représentent 30%, on a vu, on les a placés dans le budget des achats. L'accueil, donc ça c'est bon, là aussi. Ça, voilà. Tous les fournisseurs sont payés dans le mois qui suit l'achat. Et au 31/12N-1, les dettes fournisseurs étaient de 45 000. Donc on a quand même des dettes, même si on paye le mois même. Le mois qui suit l'achat. Hein. Tous les fournisseurs sont payés dans le mois qui suit. Voilà, c'est ça, quand on ne sait pas lire, on lit mal les consignes et on se plante. Moi, j'étais persuadé que c'était le mois même. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Donc là, c'est tous les fournisseurs sont payés dans le mois qui suit l'achat. Ça veut dire le mois suivant. Donc tous les achats de janvier seront payés en février. Donc ici, la dette que l'on a ici, la dette fournisseur de 45 361,10 euros, sont à régler en janvier. Ça correspond aux achats de décembre. D'accord? Donc allons-y. Donc je ne vais pas omettre de mettre cette somme, donc je le mets tout de suite. Et bien sûr, les fournisseurs, tous ces règlements se font, ce qu'on paye aux fournisseurs, c'est TTC. Hein. Donc c'est-à-dire la partie hors taxe est ce qu'on appelle la TVA déductible. Déductible de quoi? Sur les achats, et ce qui va nous permettre, quand on va calculer la TVA due, de retirer ça de la TVA collectée qui ont été réalisées sur les ventes. Alors, le montant des fournisseurs du mois précédent, nous avions dit, donc 45 361. Voilà, 10. Ok. Voilà, vous avez vu, hein, ça arrondit, hein, parce que je ne m'embête pas avec les dizaines de centimes, les centimes et les. Je peux même arrondir à la centaine d'euros près. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, c'est tout pour le mois précédent. On va regarder si. Parce qu'on va régler là direct. Donc là, on va certainement mettre ici. On va mettre les fournisseurs les achats de janvier qu'on va payer en février, et puis les dettes fournisseurs qu'on va régler en mars concernant les achats de février. Donc ce qui veut dire qu'ici, je vais recopier donc les achats de janvier. Donc les achats de janvier, je retourne sur mon tableau précédent pour le montant TTC. Donc les achats de janvier sont là. Donc je vais recopier les achats de janvier que je vais payer en février. Comme je l'ai fait pour janvier, j'ai juste à recopier sur la droite pour avoir les achats de février payés en mars. Et puis en mars, on verra ça en avril, mais comme on s'arrête ici en mars, je ne vais pas plus loin. J'aurais très bien pu avoir une autre colonne ici pour mettre les soldes. Ça me permettrait de réaliser les documents comptables, prévisionnels en tout cas, pour la période suivante. Alors, fournisseurs d'IMO, est-ce qu'on a une information sur les fournisseurs d'IMO? Qu'est-ce qu'on nous dit sur les immobilisations? Alors, on a dit que le piano acquis et mis en service en janvier est payé intégralement en janvier. Donc ici, on va mettre le piano, mais je crois qu'on les a mis dans investissement. On l'a directement comptabilisé, je vérifie. Voilà, il est là. Et puis, pareil pour les divers travaux d'amélioration s'élèvent à 1 et c'est payé en janvier. Ok, on va pouvoir recopier la ligne. Ok, alors allons-y. Je rajoute donc les fournisseurs qui sont réglés ou les investissements. Il n'y a pas de fournisseur d'IMO. Hein. Ouais, il n'y a pas de fournisseur d'IMO, il me semble. Je vérifie. Alors, le piano acquis est mis en service en janvier et payé intégralement en février. Et voilà, encore un prof qui ne sait pas lire les consignes. C'est pareil pour les étudiants. Hein. Faites pas comme moi. Lisez complètement les consignes entièrement. De toute façon, de manière générale, il faut lire le sujet en entier au départ. Pour avoir une idée de ce que vous avez à faire. Et après, ligne par ligne, bien lire correctement. Vous avez vu,
je suis parti en disant que le piano est acquis et mis en service en janvier. Paf, j'ai pas eu la suite. Et là, je me suis fait avoir parce que la suite, on dit que c'est payé intégralement. Je me suis arrêté là. Je me suis dit, bon, bah, si tout est fait en janvier, ben non, c'est fait en février. Hein. C'est comme ça qu'on fait des erreurs. Donc, je laisse la vidéo intégrale. Hein. Comme ça, vous voyez que le prof, eh bien, il n'est pas exempt d'erreurs. Et donc, payé intégralement en février. Donc, j'y vais. Donc, je mets en fournisseur 19 000. Je suis sûr que vous l'avez vu avant moi. Ouais, ça arrive très souvent, ça. Alors, c'est 19 806. Alors, je ne vais même pas mettre le centime parce qu'il va me l'enlever. De toute façon, c'est pas la peine. Bon, allez, je le mets. Je crois que c'était 10. Hein. Non, virgule. 10. Voilà. En décembre, je n'ai pas vu. Hein. Voilà. Sauf si j'ai mal lu, hein, comme je suis en train de le faire actuellement. Mais il ne me semble pas avoir vu. Donc, si vous le voyez, faites-moi un commentaire dans la vidéo pour que je le corrige. Mais je ne vois pas d'autres fournisseurs, en tout cas pas pour décembre. Même chose pour mars. Est-ce qu'on a des dettes fournisseurs? On a vu que pour le piano, c'était en janvier, payé en février. Et les divers, là, je vais bien lire pour ne pas recommencer mon erreur. Les divers investissements pour les travaux et aménagements s'élèvent à et payables en janvier. Donc là, on le paye directement en janvier. Donc ça va être dans les investissements. Il n'y a pas de dette fournisseur puisqu'on aussitôt réalisé, aussitôt fait. Enfin, bien sûr, j'ai supposé que les travaux ont été faits en janvier. Hein. Payable en janvier, mais ils ne précisent pas si ça a été fait avant, en décembre, etc. Donc, on suppose que ça a été réalisé et payé en janvier, d'accord? Ça me permet de ne pas avoir à toucher. Parce que si ça avait été le cas fait en décembre, j'aurais mis dans fournisseur d'IMO tout simplement, hein, en janvier, puis c'est pas ça. C'est juste que là, comme on a mis tout en janvier, donc je le laisse là, je règle. Donc on avait dit pour 60 980. Voilà. Ok. Remboursement d'emprunt, je mets rien, hein, puisque ça commence qu'en avril. C'est un trimestriel. On a fait un emprunt en janvier, donc c'est fin janvier, donc il faut attendre 3 mois. Ensuite, les salaires. On a le salaire brut pour les 3 premiers mois de l'année. On a 28 848. Et on a les charges sociales salariales qui représentent 20% du brut et les charges patronales évaluées à 45% du brut et sont réglées le mois suivant. Ça, c'est pour les charges patronales. Et celle de décembre s'élève à 10 571. D'accord? Donc, on va analyser ces 3 lignes-là. Donc, les charges sociales sont 20%. Les salaires bruts pour les 3 premiers mois sont évalués à 26 848 par mois. Alors, comment on va procéder? Je regarde comment j'ai fait le tableau. On a dissocié les salaires des charges sociales. Donc moi, je vous propose d'ici de mettre que le salaire net, autrement dit 80% du salaire brut, puisqu'on dit que les charges sociales salariales représentent 20%, ce qui veut dire que le salaire net qu'on va payer aux salariés le mois même sera de 80% du salaire brut. Et quant aux charges sociales, salariales et patronales, donc en tout ça fait 65% du brut, eux ils sont réglés le mois suivant. Et on a là ici pour décembre, donc sur les salaires de décembre, on a les charges sociales pour 10 571. Donc je vous propose ici de prendre le salaire brut qui est de, pour chaque mois, 28 000. Donc c'est une charge fixe, vous voyez, ça ne bouge pas. C'est ce qu'on appelle une charge fixe. Je dis ça pas par hasard, il me semble qu'on va avoir après le seuil de rentabilité ou quelque chose comme ça, ou la variabilité des charges. Peut-être que je l'ai déjà vu. En tout cas, voilà, c'est une charge fixe. Donc 28 848. Donc allons-y. 26 848 fois 80%, parce que c'est pour avoir le net. Le net représente 80% du brut. Donc fois 0,8. Maintenant, je pense que vous êtes habitué à ça. Voilà. Et puis, je recopie, comme c'est le même salaire, donc il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il va bouger ma cellule? Non, parce que je l'ai copié à la main, donc ça va. OK. Et puis, charges sociales, je vais ajouter les charges patronales et les charges salariales. Et comme c'est sur la même base, c'est sur le salaire brut qu'on calcule, je peux me permettre de faire la somme des deux, donc ça fait 65%. Donc, je reprends ce calcul-là. Je le descends. Voilà, c'est pour ne pas avoir recopié et faire juste remplacer le 8 par 65. Enfin 0,65.
Voilà. Oui, Jean-Michel, c'est bien ce que tu fais, mais c'est pas la bonne. Voilà. Ici, voilà, 65. Est-ce que c'est bon cette fois? Oui. Et je recopie vers la droite. Voilà. Donc là, comme ça, j'ai mes salaires. Ok. Je vais pouvoir passer à la suite. Je pense on est bon là. Pareil, en commentaire, mettez-moi si j'ai une erreur de raisonnement. Expliquez pourquoi j'ai une erreur de raisonnement, puis on corrigera. Je referai une vidéo. C'est pas un souci. C'est avec plaisir. Oui, j'ai oublié un truc. C'est les... est-ce que je tiens du compte du décalage? Ça, pour les salaires, il n'y a pas de souci. Mais là, il y a... merci de me l'avoir dit. Il y avait une erreur, effectivement, puisque les charges sociales de janvier sont à payer en février. Donc ici, je dois mettre les charges sociales de décembre que je règle en janvier. Vous l'avez vu celle-là? Vous l'aviez vu? C'est bien. Si vous l'aviez vu, très bien. Soyez vigilants. Faites ce que je vous dis. Faites pas ce que je fais. Faites pas ce que je fais. Ok. Alors, pour la redevance maintenant. La redevance, c'est ça, voilà. Il y a une franchise de 3% sur le chiffre d'affaires. C'est une forme de loyer qu'on verse au franchiseur. Parce qu'on utilise son enseigne, on utilise ses procédés, sa façon de faire, sa méthode, avec les mêmes uniformes, les mêmes couleurs, le même logo et tout ça. Donc on a un petit loyer à payer de 3% du CA et c'est à payer le mois suivant. Et on a le CA de la redevance de décembre qu'on devra payer donc en janvier qui est 3 900. Donc je vais commencer par celle de décembre qu'on paye en janvier pour ne pas faire la même erreur que tout à l'heure, pour ne pas risquer de l'oublier. Et là maintenant, je vais prendre mon CA de janvier que je vais multiplier par 3%. Donc le CA de janvier, on a vu que c'est CA de total, je suppose. Oui. Oui, là encore dans l'absence des textes, je suppose que c'est total. Et je vais donc prendre ces 10 fois. Est-ce que faut que je mette... faut que je mette la parenthèse ici. Si je ne mets pas la parenthèse, il va multiplier seulement le deuxième élément. Parce que c'est priorité à la multiplication. Donc en mettant la parenthèse, il va faire la somme. Et après seulement, il fera la multiplication. Donc c'est C5. Donc je prends le montant. C'était marqué TTC, c'est 3% du TTC ou 3% du hors-taxe? Bon, je mets ça déjà. Je fais comme si c'était TTC, puis je vais corriger si... parce qu'en général, c'est 3% du... D'accord, donc je mets le deuxième, hop. Voilà. Et puis, on a dit que c'était 3%, donc fois 3%. Donc, c'est 0,03 quand c'est en... Voilà. Alors, je vais juste vérifier que c'était... ils n'ont pas précisé. Donc, la redevance ici, on ne précise pas, mais c'est vrai que normalement, c'est sur leur taxe, on le calcule. Donc, je le précise dans le texte. Je vais passer une image, mais il faut que je précise, c'est sur leur taxe. C'est toujours sur leur taxe d'ailleurs, de manière générale. Alors, je vais devoir modifier ma formule. Et donc, pour avoir mon hors-taxe ici, je vais tout simplement diviser ici par 1 plus le taux, ce qui va me donner le hors-taxe. Voilà. Il n'est pas d'accord. Pourquoi? Ah bah oui, c'est pas diviser. Diviser, c'est ça. Voilà. Donc, je recopie. Voilà. Divisé. Voilà, là c'est bon. Là, j'ai divisé par leur taxe. Donc la redevance, ça se calcule sur le montant hors taxe du chiffre d'affaires. Je rappelle. Après la TVA due, on a vu que c'était le 15 du mois suivant. Est-ce que c'est écrit quelque part dans l'énoncé? Peut-être un peu plus loin. Prévision des achats. Non, mais bon, faut savoir, c'est toujours normalement le 15 du mois suivant. Donc là, c'est pas. Je pensais l'avoir écrit quelque part. Il me semble qu'on l'a vu écrit quelque part. Bon. Vous regardez sur votre énoncé, peut-être que c'est écrit quelque part. Mais généralement, c'est le 15 du mois suivant, donc je vais faire ça. Donc la TVA de décembre, est-ce qu'on l'a? Je ne l'ai pas vu. Normalement, on devrait avoir une TVA en décembre. Moi, ce qu'elle est dans l'énoncé. Je vais regarder l'énoncé. Je fais une petite pause pour regarder l'énoncé.
Voilà, j'ai bien fait de regarder l'énoncé, hein. Effectivement, ouais, il y a une petite phrase que j'avais pas. C'est effectivement les montants sont donnés en TTC. Par simplification, la TVA est de 10% et la TVA due est réglée le 15 du mois suivant. Et il y avait même une TVA au mois de décembre de 4300. Donc l'exercice est bien complet, il est bien fait. Bravo. C'est un sujet d'examen en même temps, il a intérêt à être bien fait. Alors donc j'oublie pas, hein, je commence tout de suite, hein. D'ailleurs je vais mettre ces montants, hein, tout ce qui figure dans au 1er janvier, hein, qui était dans le compte annuel, dans le bilan, le compte de résultat du mois précédent. Pas de compte de résultat, mais dans le bilan du mois précédent. Pourquoi pas dans le compte de résultat? C'est qu'en fin d'année, les comptes de résultat sont mis à jour, hein, c'est-à-dire qu'ils s'annulent. À chaque janvier, on repart sur un nouveau compte de résultat, hein, on redémarre une nouvelle année. Ce qui n'est pas le cas du bilan, qui est un cumul depuis la création de l'entreprise. Donc, voilà, donc 4300, c'était la TVA due de décembre qu'on paye en janvier. Donc là, je vais mettre la TVA de janvier que je paye en février. Donc voilà, TVA due de janvier que je paye en février. Voilà. Et, et puis ainsi de suite. Donc j'ai juste à décaler. Et voilà, j'ai terminé mon budget des décaissements. Super. Donc je vais faire la somme maintenant. Voilà, j'ai un beau budget des décaissements. Alors la somme, donc pour la somme, attendez 2 secondes. Oui. Alors, budget des décaissements, on fait la somme, c'est-à-dire qu'ici, hop, je fais... Voilà, je recopie. Attends. Non, pas voilà. Voilà, vous avez vu, il faut éviter ce genre d'erreur, hein. Il n'a pris que les 4 premières lignes, il n'a pas pris les 2 autres là-haut. Et j'étais satisfait de moi, et alors que c'est pas bon. Il faut que je prenne toute la colonne. Voilà. Hein, on prend toute la page de cellules que l'on veut sommer. Voilà, et je recopie sur la droite. Voilà. Ok, donc mon solde mensuel, ce qu'on appelle le solde mensuel, c'est la différence entre mes encaissements et mes décaissements. Paf. Alors, tac tac. Donc, total des encaissements, moins total des décaissements. Voilà, que je recopie. Donc pour l'instant, c'est positif, hein. À chaque fois, on a un solde positif, donc tant mieux, hein. C'est ce qu'il faut rechercher, hein, le plus possible. Donc voilà, donc on a nos soldes positifs, très bien. Maintenant, on va déterminer le solde complet, hein, pour le mois, et pour ça, il faut que je tienne compte, hein, de ma trésorerie initiale. Je devais avoir certainement une trésorerie ici. Alors voilà, les avoirs en banque est évalué à 9200 et l'avoir en caisse est de combien? 765. Donc je vais faire la somme des deux, donc ça fait 9975. On démarre le mois de janvier avec 9765, c'est ça? Je ne me trompe pas? Non, 9965, puisqu'il y a les 200, ouais. 965, voilà. Et oui, là c'est bon. Ce qui fait que plus le solde mensuel, hein, qui est positif de 89, on se retrouve ici avec un total. Je vais faire la somme. Non, je vais écrire, il n'y a pas grand chose, donc je fais ça. Plus. Voilà. Ça, voilà. Voilà ce qu'on a donc à la fin du mois de janvier. Ce qui deviendra la trésorerie initiale du début de février. On va démarrer donc le mois de février avec ces 99 143. Et comme c'est toujours positif, donc ça va se cumuler, hein, vous voyez, ça se cumule. Donc je recopie ici. Je ne vais pas jusqu'au bout pour montrer le raisonnement quand même. Du coup, on démarre le mois de février avec 130 000. On termine avec 130 000, donc on démarre avec 130 000. Mais comme le solde est encore positif ici, donc c'est tout bénef, quoi, hein. Là, ce trimestre, il marche bien en termes de trésorerie, hein. Donc, bon. J'aurais pu faire un copier, un glisser, hein. Mais bon, j'ai déjà démarré. Allons-y. Voilà. Donc on se retrouve finalement sur le premier trimestre. On n'aura pas besoin d'appeler son banquier pour lui dire qu'on aura un découvert sur le trimestre à venir, hein, parce qu'a priori, on a plus d'entrées, on a plus de flux financiers entrants que de flux financiers sortants, hein, au vu de ce qu'on a fait, grâce en tenant compte donc, du flux physique dans une première étape. Et dans une deuxième étape, on a regardé comment les flux financiers entraient en fonction des dates d'échéance.
Voilà, donc je vous ai présenté le budget de trésorerie. J'espère que je n'ai pas été trop flou, trop long pendant cette démonstration. Bon, après, je peux en faire. Non, mais c'est bien comme ça. Sauf si vous voulez un truc plus synthétique, où je coupe toutes les erreurs pour aller au plus vite. Mais j'ai bien aimé de faire des erreurs en live et de les corriger. Il y en a peut-être d'autres encore. Hein. Si vous les voyez, n'hésitez pas à me le dire, à le mettre en commentaire. De toute façon, vous allez voir avec Georgia, hein, si elle verra peut-être des erreurs, elle les corrigera pour moi. Et les erreurs, c'est bien, hein, c'est le cumul des erreurs hein, qu'on réussit. Hein. L'expérience, c'est ça, hein, c'est le cumul de vos erreurs. C'est comme ça qu'on y arrive. Hein. Il n'y a pas de honte à avoir à faire des erreurs. Hein. C'est très bien de faire des erreurs. Mais le principal, c'est d'en être conscient et de corriger ça. Voilà, ainsi je termine ma vidéo. Je vous souhaite bon courage. Hein. Les exercices vont tomber, donc je vous invite à refaire cet exercice et à le refaire encore. Hein, c'est en cumulant les répétitions que ça viendra un mécanisme. Vous voyez, il y a plein de questions à se poser qui ne sont pas évidentes. Donc refaites ces exercices. Je vous donnerai un exercice à faire, même 2 ou 3, pour que ça puisse entrer. Et je passe après la fiche numéro 3 qui est sur l'analyse des écarts. Je ne sais pas au niveau de la didactique comment je vais faire pour introduire ces notions pour le moment, mais ne vous inquiétez pas, ça va venir. Donc pour lundi, ça sera fait. Voilà. Allez, bonne journée, au revoir.